Salut à tous, c'est pas dans un espace aussi bucolique que nous avons l'habitude de retrouver notre invité, c'est plutôt dans les tumultes des stades et notamment des stades espagnols. C'est l'homme de la résilience, le mot à la mode, Alexandre Ruiz, la voix de beIN Sport et dans Pressentiment. Top générique. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue en direct ou presque avec Monsieur Alexandre Ruiz. Bonjour Alexandre. Salut Eric. D'abord, bon anniversaire, puisqu'au moment où on tourne cette émission de Pressentiment, tu fêtais ton anniversaire il y a quelques jours. Donc, voilà, je voulais te le souhaiter. Je suis très heureux qu'enfin tu aies un peu de temps disponible pour nous. Et puis, aujourd'hui, actuellement, on parle beaucoup de résilience avec ce qu'on vit. Et je pense que toi, ta vie est la démonstration que quand on fait la part des choses et qu'on souffle bien profondément, on arrive à surmonter des choses difficiles. Et tu en es le plus bel exemple. C'est pour ça que je suis extrêmement heureux que tu sois aussi avec nous aujourd'hui. Deux séries de questions pour mieux comprendre ton parcours et ton ressenti et comment toi tu vis le sport et le football en particulier. Et puis, au terme de ces deux questions, comme d'habitude, avec tous ceux qui t'ont précédé, il y aura une question scapulaire qui te permettra de nous donner ton ressenti, ton meilleur ou ton pire souvenir d'ailleurs avec les Girondins. Alors, la première question, elle est basique. Je vais te demander si tu connais ton numéro de carte de journaliste par cœur. Et quel est-il? 89 216. Tu ne la montres plus, ta carte, si? Non, très peu, franchement. Peut-être que la dernière fois où j'ai pu la montrer, pour être très transparent avec toi, c'est peut-être un hasard parce que je me rendais, je crois, dans un musée avec mes enfants. Et je manquais, je vais être très transparent, je manquais de moyens de paiement sur moi, j'avais oublié mon portefeuille, j'avais juste de quoi, je m'en souviens, dans ma poche, payer le ticket d'entrée d'une de mes deux enfants, mon aîné. La deuxième était trop petite pour payer un ticket. Et du coup, je suis rentré avec la carte de presse, ce que je n'aime pas faire parce que je trouve que il faut alimenter absolument tout ce qui est culturel en France et que je n'utilise jamais ce passe-droit, entre guillemets. Et là, exceptionnellement, je l'ai utilisé pour pouvoir rentrer avec mes enfants dans le cadre d'une expo. C'est bien de l'avouer, c'est pas bien grave. En off, tout à l'heure, on parlait de football quand même déjà. Et là, en t'écoutant parler, est-ce que, par exemple, à l'étranger, notamment à Madrid, où je ne vais pas dire que c'est ta deuxième maison, mais tu y vas souvent pour tes directs et pour les matchs, est-ce que là aussi, tu la montres ou finalement, tu commences à être connu, ta tête veut dire quelque chose aux gens qui sont dans ces stades-là? Je n'aurais pas cette prétention en Espagne. Effectivement, l'encadrement des gros clubs aujourd'hui espagnols qui nous reçoivent, donc le Real, le Barça, l'Atlético, la liaison, le rapport qu'il y a aujourd'hui avec, notamment avec maintenant beIN Sport depuis 9 ans, il est excellent. On est devenus des partenaires. Et donc, du coup, quand on arrive sur ces différents sites, on se connaît maintenant. Ça, c'est clair et net. En France, c'est un autre rapport. On pratique, toi et moi, ce métier depuis maintenant des années. Et je crois qu'on le fait toujours avec le souci de rester, je l'espère, j'ose le croire, les pieds sur terre. Et que du coup, quand on arrive sur ces différents sites, on y est accueilli parfois même comme des membres de la famille. C'est devenu presque ça. Donc, c'est un rapport qui est génial et on n'a plus pas à sortir sa carte de presse pour arriver aujourd'hui sur un site national en France. À l'étranger, oui, bien entendu, mais sauf, voilà, comme je te l'ai précisé sur certains sites où le rapport avec beIN Sport est excellent et depuis maintenant de longues années. En France, maintenant, les années passent et du coup, on peut jouir de cette très bonne relation pour ne plus avoir à sortir la carte de presse. Alors, je parlais du Real Madrid, c'est pas innocent, quoique, peut-être que tu vas nous surprendre. Est-ce que tu supportes un club de foot? Et si oui, lequel? Et tu peux répondre en France et à l'étranger ou
qu'en France ou qu'à l'étranger, suivant tes désirs. Et tu peux le faire en transparence, hein, tes homologues ont pu le faire aussi, donc tu peux nous dire. Écoute, tu sais, je n'ai jamais été un supporter, un inconditionnel. Moi, je suis venu au foot. Je suis venu au foot parce que j'aime le sport en général et je trouve que le foot est un vecteur social qui est fantastique. Et j'y ai trouvé un support pour pouvoir exprimer mon envie de souligner les bienfaits de la société ou de dénoncer les maux de la société, MAUX. Et le foot est un vecteur extraordinaire, certainement le sport le plus adéquat dans cette idée-là. Et comme donc je ne suis pas un inconditionnel, tu ne peux pas me poser, je ne serai pas une bible du football, je n'ai pas ces connaissances-là, j'aime le foot pour tout ce qu'il porte, pour toutes ces choses-là qu'il porte, les valeurs, qu'elles soient positives ou négatives, et tout ce qu'il transporte. Et donc voilà pourquoi je n'ai jamais été un supporter inconditionnel de telle ou telle équipe. Alors, petit, comme tu le sais, j'ai cette double nationalité franco-espagnole. Et donc, petit. Et puis tu es né au Maroc, tu aurais pu supporter un club de Casablanca. C'est vrai que j'aurais pu être un supporter du WAC ou du Raja. Mon père était plutôt un WAC. Mais comme souvent, quand tu es porteur d'une double nationalité et que tu ne résides pas dans le pays de la deuxième nationalité, tu revendiques, quand tu es jeune, ado, tu le revendiques avec fierté et souvent avec extravagance parce que tu ne vis pas sur place. Donc moi, j'ai souvenir, quand j'étais plus jeune, d'avoir toujours sur moi un porte-clés avec le drapeau de l'Espagne, un petit polo avec le drapeau espagnol pour bien montrer que j'avais la double nationalité. Et donc, petit, de fait, quand tu es espagnol, ça aussi tu le sais, tu es soit supporter du Real, soit supporter du Barça. Moi, j'étais des années 80 et donc de toute la génération Butragueño, Sanchez, Hugo Sanchez, tous ces mecs-là. Donc moi, j'étais plutôt Real Madrid. Voilà, donc j'étais plutôt un madrilène. Maintenant, mon bassin familial s'est posé du côté de Valence depuis de nombreuses années maintenant. On est plutôt, nous, des Andalous, mais on est plutôt posé à Valence depuis plusieurs années. Valence est également une équipe que j'aime bien. Donc, je vais te dire plutôt Real Madrid, mais je ne suis pas je suis pas un inconditionnel. C'est-à-dire que s'il y a un classico, la grande rivalité, et que le Barça s'impose face au Real Madrid, mais le fait avec la manière, j'applaudirai des deux mains. Je n'ai aucun souci à cela. Maintenant, si le Real s'impose et que tout se passe bien pour les Madrilènes, eh ben, je dis merci Zizou. Tu as fait des études à Toulouse. Le TFC, ça n'a pas été un club qui t'a marqué. Tu n'allais pas voir des matchs au stadium? Si, il m'a marqué par ce rapport, par ce parcours professionnel, parce que Toulouse est le cadre où j'ai vraiment commencé mon activité professionnelle. Je l'ai commencé en étant en terminale. J'étais en Normandie à Évreux. Et là, j'ai tapé à la porte d'un canard régional qui s'appelait alors Heure Inter, qui a ensuite été englobé par Paris-Normandie. Et quand j'ai tapé à la porte de ce journal pour y aller faire un stage, le journaliste qui s'occupait de la page sport venait de voir partir son numéro 2. Et du coup, Alain Guillard, donc, qui était le patron des sports de Inter, m'a proposé d'écrire des papiers. J'étais en terminale toutes les semaines à l'essai. Et puis au bout de 3-4 semaines, il m'a pris à ses côtés. Et donc là, c'est là où j'ai mis le pied à l'étrier, où j'ai pu me dire, tiens, vraiment ce métier me botte. Et donc je suis parti effectivement faire mes études à Toulouse. Et lors de la première année à Toulouse, on avait des cours d'écriture d'agence pour la l'AFP. Et le prof principal de ce module-là était le patron de l'agence France Presse à Toulouse, Midi-Pyrénées, qui était Gilles Ramel. Il nous a fait passer des essais en première année, parce qu'il s'avère, là aussi, c'est toujours un concours de circonstances, ça tu le sais dans ce métier, que le journaliste en charge du sport à Toulouse venait de partir. Donc il a fait un examen dans l'école de journalisme et donc il m'a pris. Voilà comment j'ai été pris et j'ai été encarté très très vite via l'agence France Presse pour Midi-Pyrénées où je m'occupais de tous les sports le week-end sous la tutelle de Gilles Ramel. Et voilà comment je faisais tous les week-ends les papiers pour l'AFP sur le TFC, qui était à l'époque le TFC d'Alain Giresse. Et donc j'étais tous les week-ends, un week-end sur deux, puisque c'était à domicile, avec le TEF.
et je faisais tous les papiers de la semaine pour l'AFP sur le TEF. Alors c'est rigolo parce que finalement tu anticipes la question suivante qui était, je pourrais même la lire, est-ce que tu as eu un mentor? A priori tu as déjà donné ce mot-là. Je pensais que tu aurais pu citer sur cette question-là peut-être Thierry Gilardi. Enfin, on dit souvent que c'est celui qui à Canal a été déclencheur de beaucoup de choses. Mais alors, ma question est bicéphale. D'abord, est-ce que je me trompe en citant Thierry Gilardi? Et le cas échéant, est-ce qu'il y a, un événement ou un personnage qui t'a donné envie de faire ce métier, mais spécifiquement dans le sport? Alors, plusieurs étapes effectivement dans ta question. La première, sur la question de mentor, mon premier mentor est mon père. Parce que comme je te le disais, je suis quelqu'un d'une formation générale, pas exclusivement de sport, et j'ai aimé ce métier parce qu'il nous procurait la chance d'être à un endroit donné où tes comparses ne peuvent être, et tu es l'homme, tu as les yeux, tu as les oreilles, tu as le nez, tu as le cerveau qui est là pour voir, entendre, sentir un fait d'actualité et le transmettre à tes comparses. Cette beauté de ce métier est absolument incroyable. C'est-à-dire que c'est toi qui as la chance d'être quelque part et de transmettre cette information. Ensuite, d'apprendre à travailler sur cette information, à te cultiver, à lire, à échanger pour pouvoir apporter des éléments de compréhension de cette information. Parce que notre mission première, elle est juste de rapporter un fait. On est d'accord? Puisqu'on est là où tu ne peux pas être. Donc, ça veut dire que je suis à un endroit, je vois quelque chose, je te transmets ce que je vois. Et l'agence France Presse m'a beaucoup aidé là-dessus, parce qu'il faut le transmettre sans y apporter de notions subjectives. Ensuite, ta deuxième mission est d'apporter de l'information à cette description. Et là, c'est ton travail quotidien de culture. Et ces deux pans-là, qui sont pour moi indissociables, mais bien dans cet ordre, il faut s'y appliquer il y a une structure, il y a une sorte de comment dire, un squelette, tu veux dire? Enfin, d'intelligence, d'appréhension de l'information et autres. Et tout ça, ces questions-là, je voue vraiment l'éducation que m'a apporté mon père. Il m'a toujours apporté une éducation, une information de l'objectif, de l'objectivité. Mon père est un cartésien. Donc, A plus B égale C. Bien sûr que c'est aussi un romantique, donc il y avait des notions un peu subjectives dans sa vie, dans tout ce qu'il m'a appris, mais il aime l'objectivité. Et dans notre métier, c'est une valeur essentielle. Donc je te dirais vraiment que mon mentor premier est mon père dans ce métier-là. Ensuite, ce qui m'a amené à aimer ce métier, je suis un enfant de Canal, comme notre génération. Celle des milieux des années 80, avec cette télévision qui a amené le sport à l'antenne avec une notion de... Il n'y avait pas cette notion de spectacle dans le sport en France. Et je pense que c'est Canal qui l'a amené, notamment en amenant la NBA en France, avec les Bietri, les Rousselet, les Lescure et toute cette génération qui a su apporter cette notion. Donc je suis de cette génération Canal. J'ose croire aujourd'hui que beIN arrive à porter cela. Il me semble qu'on arrive à le faire. Et donc du coup, sur cette marelle, Thierry Gilardi s'y est pleinement inscrit, puisqu'il était la voix à ce moment-là des grandes émissions sportives. Et moi, ado, voulant chercher une lucarne foot, c'était à ce moment-là Canal. C'était Canal où tu regardais le foot européen. Il n'y avait pas d'autre endroit. Et il était la voix de ce grand rendez-vous. Et la voix à double titre. Thierry Gilardi, c'était une voix. Il portait quelque chose. Tu entendais sa voix quand j'étais à la maison et que j'entendais l'émission commencer. J'entendais cette voix qui t'appelait là comme ça, paf, et ça venait te chercher, ça te captait, ça te capturait et ça te gardait devant l'écran. Et j'ai toujours aimé cette façon de compter l'information qu'il avait. Donc, si j'avais à utiliser ce terme également de mentor dans le métier ensuite, oui, j'utiliserais sans problème le patronyme de Gilardi, de Thierry, oui.
Tu parlais de ton papa à l'instant. Est-ce que justement l'évolution professionnelle qui est la tienne, qui fut la tienne et qui l'est encore, euh, tu étais heureux de le sentir fier de ça? Je l'ai senti fier d'une chose, c'est d'avoir trouvé ma voie d'accomplissement. Peu importe ce que je faisais dans la vie. Mon père m'a toujours dit que la vie était trop courte et qu'elle m'appartenait pleinement. C'est-à-dire que j'avais à la construire par mes choix. Et il m'a, avec ma mère, offert ses choix. Ce qui est le plus grand luxe qu'on peut avoir, c'est d'avoir le choix. Et du coup, il m'a permis de choisir ma voie. Et je crois que c'était ça sa fierté, c'est de se dire qu'il avait, j'ai un frère également, des enfants qui s'accomplissent là où ils ont envie de s'accomplir. Et je crois que c'est là sa fierté. Si j'avais été fleuriste, j'aurais été fleuriste. Si j'avais voulu être ébéniste, j'aurais été ébéniste. Luthier, luthier. Voilà, c'était journaliste. Bah ça, je sais que sa fierté était là de voir mon accomplissement. C'est cette notion-là. Je comprends. Alors, tu fais du direct, beaucoup de direct, et le direct amène parfois des surprises. Est-ce que tu as le souvenir d'une bourde que tu aies pu faire en direct? Et si oui, est-ce qu'il y en a une qui est mémorable et qui fait que maintenant, aujourd'hui, tu en rigoles, mais finalement, sur le moment, tu l'as vécu avec un peu d'amertume, un peu de stupéfaction, voire de gêne? Euh, j'en ai une, mais elle est mignonnette. Hein, ça a rien de folichon. Je suis très attaché au français, à la langue Ça s'entend. française. Ça On s'entend. voit, on voit beaucoup trop de sujets aujourd'hui en télévision ou autre où il y a des problèmes de forme verbale, de conjugaison même, de l'utilisation du bon mot et autres. Et je me souviens que je reviens à Thierry Gilardier, je reviens à Canal et je reviens à l'équipe du dimanche en faisant mes armes sur cette émission. À cette époque, l'équipe du dimanche était vraiment une émission pleinement en direct. C'est-à-dire que les buts étrangers, souviens-toi, étaient proposés alors que les matchs venaient de se terminer. Donc on était dans une salle où les machines étaient disposées, une fameuse machine qui s'appelle le LSM, qui permet d'enregistrer et de diffuser quasiment en direct. Et donc, sur ces petites machines, on compilait des petites sessions de buts. Et moi, j'étais en charge des buts espagnols. Là, on venait de finir le petit bloc d'une minute 30 de but. Et j'entends donc dans mon casque Thierry qui me lance. Il me lance, oh, je commence, je lance ma minute 30. J'étais jeune journaliste, je démarrais sur cette émission. Et j'arrive à la fin, le dernier match. Et ma dernière phrase, elle parlait des équipes qui étaient qualifiées pour les postes européens. Et là, je dis, écoute-moi bien, Eric, je dis 8 équipes. Et écoute-moi bien, en le disant, je sors la phrase et je fais mon pied et Thierry reprend derrière en direct. Moi, je suis toujours casqué, je vois le retour et il reprend en disant donc 8, il s'arrête comme ça, 8 équipes, il me reprend. Et là, je me liquéfie. Je me liquéfie et tu vois, c'est vraiment gentil, c'est vraiment gentillé, hein. Il n'y a rien de spécial. Mais je suis tellement attaché à ça que je préfère parfois garder un silence et trouver le bon mot que de m'emballer, même si je suis quelqu'un qui parle vite, et de mal prononcer quelque chose ou de donner une faute de français, parce qu'on a aussi des enfants qui nous regardent, donc on a aussi une mission un peu, on n'est pas des professeurs bien évidemment, mais on ne doit pas, voilà, on doit pas trop faire d'erreurs là-dessus. C'est aussi très respectueux que d'en être conscient pour éviter de tomber dans la facilité Ouais. et d'oublier que la rhétorique a une vraie valeur ajoutée et que les mots ont un sens. Mais c'est bien qu'on en parle, et notamment parce qu'on a peut-être un raccourci quand on parle de journaliste sportif, un peu caricatural, qui connaît le foot, qui connaît le rugby, mais qui ne sait pas aligner trois mots de suite. Est-ce que euh, tu es un garçon sensible et tu ne te souviens probablement pas, mais avant de t'évoquer la question, je vais te rappeler, pendant le championnat d'Europe qui avait lieu en France, tu commentes, je crois que c'est Italie-Allemagne à Bordeaux, le quart de finale, et tu présentes le match avec Marcel Desailly. Et vous étiez à côté du virage des Italiens, et tous les Italiens
probablement supporter de Milan, crier son nom, crier son nom. Et je me rappelle très bien de ton visage de quelqu'un qui était touché finalement par cette relation qui unissait des années après quelqu'un qui a autant joué probablement à Chelsea qu'il n'a joué à Milan, mais comme une forme de communion. Et pourquoi je te raconte cette anecdote? Parce que ça va introduire ma question te concernant. Est-ce qu'il y a un événement sportif que tu as vécu et qui a généré chez toi une émotion que tu n'as pas su maîtriser, qui aurait pu te faire, tu sais, avoir quelque chose qui est de l'ordre d'un son guttural incroyable ou d'une tristesse infinie? Est-ce que tu as le souvenir de quelque chose comme ça, que tu as vécu en tant que supporter ou même ou en tant que journaliste? C'est une excellente question parce que par rapport à ce que je t'évoquais tout à l'heure de garder objectivité, nous restons des êtres humains. Donc, bien entendu que c'est là que je rejoins ce côté romantique et subjectif. Heureusement qu'on a ce côté humain, parce que quand on choisit, par exemple, un 20h le soir sur TF1 ou sur France 2, on le choisit par la ligne éditoriale, bien évidemment, mais on l'a choisi aussi par l'incarnation qui porte le rendez-vous. Et donc aujourd'hui, on choisit des rendez-vous sur les antennes aussi en fonction des incarnations, et tant mieux. Et du coup, oui, j'ai un rendez-vous qui m'a marqué et qui me marquera ad vitam. Logiquement, c'est la finale de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Je suis alors sur les ondes d'Europe 1. Je parcours l'Afrique du Sud avec Giroud, qui était à mes côtés. L'Afrique du Sud, pays vaste, pays d'extrême, d'excès, avec une zone sud riche, verdoyante, avec l'océan, des richesses de partout. La zone nord que l'on connaît, de ghettos, de disparités raciales, de maux terribles. Et puis je parcours tous les jours ce continent, ce pays, et puis j'arrive à cette finale avec l'Espagne. Je me retrouve, moi, à commenter la première finale qui se dispute sur le continent africain. Moi, né au Maroc. Moi, de cette double nationalité. Ayant vécu en Afrique du Sud, les difficultés de Naïsna pour la France. Et trouver, du coup, entre guillemets, mon équipe d'Espagne en finale avec un coach que j'ai rencontré à plusieurs reprises et dont je loue la philosophie qui est Del Bosque, une équipe en or massif de grands joueurs et de grands hommes, vraiment, des grands hommes, c'est clair. Et je revois ce scénario de finale et je me dis que ma voix est en train de porter dans les oreilles, dans les postes de télé, une finale de Coupe du Monde sur l'antenne d'Europe 1, et je suis en train de la vivre à la fois en tant que journaliste, mais aussi en tant que passionné de foot espagnol et en tant qu'Espagnol. Je te laisse. Tu étais donc schizophrène sur l'occasion? Tu étais capable de... C'était une sorte, je t'assure, j'étais comme en lévitation. Je revois encore Robben arriver devant Casillas qui sauve 2 ballons de fou furieux, et je vois ensuite donc cette action de Torres qui renvoie ensuite de l'autre côté sur Iniesta qui est un symbole, qui marque ce but de l'Espagne, la première victoire de la Coupe du Monde pour l'Espagne, qui en plus dédie ce but à un ami disparu, le capitaine de l'Espagnol Barcelone, Dani Yarque. Et c'est moi, ce petit bonhomme-là, qui commande ça sur les ondes françaises. Et ben, je peux t'assurer que j'ai été pris d'une émotion dont je me souviendrai, et je pense que le dos de Guy Roux s'en souvient, parce que je lui mettais des taloches parce que j'en revenais pas. Et voilà, donc je crois que c'est le moment qui a mélangé le plus d'extase dans ma vie pro, parce que vraiment, c'est des questions de centimètres de voir le ballon de Robben aller au fond. Des questions de centimètres, hein. Donc, je vais te dire que c'est ça. C'est la finale de la Coupe du Monde 2010 en Afrique Sud. Les attentats de Van Bommel, tu les vivais comment?
c'était terrible. Hein. Celui sur Xabi Alonso, c'est Ah ben oui, oui. terrible. C'est terrible. Alexandre, on va souffler un peu après cette première partie passionnante, vraiment passionnante. C'est génial d'écouter quelqu'un parler et de son métier et de sa vie et finalement en dénominateur commun de la philosophie qui est la sienne. On va respirer, on a un petit jingle qui va bien et on se retrouve pour la deuxième partie de Pressentiment avec Monsieur Alexandre. À tout de suite. À tout de suite. Deuxième partie avec Alexandre Ruiz. Je ne vais pas te donner la parole aussi longtemps parce que sinon on va faire 2 heures. Mais quoique. Alexandre, question d'actualité. Tout est relatif. Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux, même si ceux qui te suivent savent que oui, sur lesquels, et est-ce que c'est toi qui t'occupes de tous tes réseaux sociaux? Alors, je suis à date sur l'ensemble des réseaux sociaux, donc à savoir sur Facebook, Instagram, Snapchat que je viens d'ouvrir, mais sur lequel je ne suis pas encore actif. C'est une dynamique qui n'est pas celle des autres et il faut vraiment que je l'apprenne. Et c'est notamment un support social que j'avais mis en place pour faire vivre tous les matchs à l'extérieur, pour montrer aux gens tous ces petits endroits où ils n'ont pas la chance d'aller, de leur faire partager ces moments, que toi, Eric, que tu connais également sur le bord de ces pelouses. Donc Snap, j'espère qu'une fois que la Covid sera enfin tuée dans l'œuf, on arrivera à repartir sur les sites pour faire vivre ça aux gens. Et puis le support principal étant Twitter, que j'ai ouvert d'ailleurs en même temps que mon arrivée à beIN Sport, donc en 2012, et c'est là où je suis le plus actif. Et à ta deuxième question, la réponse est oui, je suis pleinement le MC de ces surfaces. Donc je réponds à tout le monde, je poste tout, je fabrique les visuels, donc je m'en occupe entièrement, à 100%. Pour ceux qui ne te suivent pas encore, souvent tu montres ton écran avec l'actualité, tu fais vivre ce qui se passe aussi à l'étranger ou parfois même tu es au début quand tu rentres dans les stades. Enfin, il y a toujours un lien plutôt agréable à vivre si on te suit. Toujours dans un système de communication, est-ce que ton répondeur téléphonique est personnalisé? Je crois que oui. Je crois que oui. Tu sais, ça, tu le fais une fois au début quand tu changes de puce. Donc, ça fait un plus que j'ai le même numéro de téléphone depuis des années. Je l'avais déjà à mes années Canal, donc je te laisse imaginer. Et donc oui, je crois qu'il est personnalisé, oui, je crois. Tu l'as pas fait faire à Zizou, non, non. Non, non, non. Ça serait énorme. Ça serait énorme. Tu me donnes une bonne idée, hein. Attention. Non, mais ça serait génial, t'imagines. Mais personne ne va croire que c'est lui, on va croire que c'est un imitateur. Est-ce que tu as une musique spéciale d'ailleurs quand on t'appelle sur ton téléphone? Non. Non, rien de particulier. J'en avais une et je l'ai paumée en changeant de mobile et j'ai pas pris le temps de la remettre. Donc j'ai pris une sonnerie lambda du téléphone. Celle d'avant, j'ai un film préféré, j'ai un film fétiche et c'est le générique de ce film. Mon film est Cinéma Paradiso. Et c'est la musique de Cinéma Paradiso. Voilà. Je reste sur ton téléphone. Dernière question sur ce détail-là. Est-ce que tu as un fond d'écran particulier sur ton téléphone? Mes enfants. D'accord. On va reparler foot, parce que ça me manquait un peu quand même depuis quelques minutes. Écoute bien la question. Et on disait tout à l'heure que les mots ont leur valeur et ont un sens, pas d'ambiguïté. Quel est le stade qui t'a le plus impressionné par son architecture? Par son architecture. Parce que oui, la question d'après, ce sera sur l'ambiance. Donc c'est pour ça que j'ai fait un schisme entre les deux. Quand tu es arrivé où tu te dis waouh, ce mastodonte, ou même à l'intérieur. Tu vas me dire peut-être que c'est une fibre madrilène, mais très sincèrement, Bernabéu, quand tu vois cet édifice sorti de terre dans les années 50, qui aujourd'hui, parce qu'à l'époque ce n'était pas le cas, qui aujourd'hui est donc
ce qui n'était pas le cas alors, et qui a su s'élever sans détruire la fondation, mais s'élever pour augmenter le nombre de spectateurs et garder un aspect comme ça, c'est presque un château. Enfin, c'est Bernabéu, en plus, c'est des gradins qui sont droits, c'est très et c'est prestigieux. Maintenant, il va changer, vous le savez, avec cette enveloppe qui va le prendre avec un toit et compagnie. Bien entendu qu'on n'est pas contre pardon de te couper, et un naming aussi. Voilà, on n'est pas contre la modernité parce que le football doit aussi tenir, mais j'aurais eu plaisir, voilà, à me dire que j'étais dans ce stade à différentes étapes parce que j'y suis allé, mais j'ai le souvenir de mes parents qui m'avaient offert mon premier ticket de foot à Bernabéu dans les années 80, où il n'y avait pas encore le dernier étage. Et où encore les places, souviens-toi, étaient des places debout. Ouais. Et du coup, quand ces dernières années, là, avec Bein, avec Canal et autres, tu vas à Bernabéu, c'est quand même un vaisseau qui est fantastique. Enfin, moi, je trouve ce stade, sur le plan architectural, vraiment, vraiment Oui. magnifique. Parce que pour y avoir été il y a encore quelques mois, ça reste quand même aujourd'hui extrêmement vétuste. Et pour y avoir été, tu parlais de là-haut, j'ai été voir des matchs là-haut, il faut aimer le football. Il faut aimer le football pour espérer voir quelque chose encore. Ok, Santiago, t'as pas un regard impressionné aussi sur le Metropolitan, par exemple? Le Metropolitano, en fait, ce qui me dérange, entre guillemets, dérange, de ces stades-là, c'est un très beau stade, c'est magnifique. Mais ces stades-là, pour moi, sont tous les mêmes. C'est-à-dire même celui-là. Ouais, pour moi, oui. Donc tu préfères Mastelia finalement à Mastelia Ah oui. Et je préférais Calderon Oh là là. Mais bon, ok. Alors c'est ton avis, il est respectable. Il est Non, mais respectable. attends, tu sais pourquoi je te dis ça? Je suis d'accord avec toi sur le côté vétuste et je suis d'accord avec toi, Mais Eric. à Calderon, tu voyais pas de partout. Je me souviens avoir vu des matchs. Je suis d'accord avec toi, je le conçois pleinement et que maintenant le football a une notion de spectacle, de théâtre où il faut être installé, il faut qu'il y ait le débit de boisson à côté, il faut qu'il Non, y mais ait… au moins que tu le vois, au moins que tu vois la pelouse. Ouais, mais je sais pas, tu te rends compte, ce stade-là, il y a la route passée en travers. C'est incroyable quand il pense. La route passée sous la tribune. Et je sais pas, il y avait une ambiance. Maintenant, Mestalla, voilà, je la retrouve un peu. Mais je suis d'accord avec toi. Tu payais ton ticket, mais tu payais pas ton ticket 60, 70 euros. Tu vois ce que je veux dire? Tu payais des tickets à certains à 10, 12 euros et tu voyais ou pas ton match de ballon. Non, mais là, on rentre dans un autre registre. Mais je souscris à ce que tu dis. J'ai effectivement un âge où j'ai pu voir des matchs à l'étranger où on était pour 10 euros content d'aller voir une ambiance que nous ne vivions pas dans notre propre pays. On a parlé d'architecture, je parle d'ambiance à l'instant. Justement, quel est le match ou quel est le stade où tu as vu la plus l'ambiance et la question est difficile pour toi en tant que journaliste puisque tu es souvent au bord de pelouse et tu faisais le parallèle avec mon métier où effectivement je suis bord de pelouse, mais quand je vais à l'étranger voir des matchs, je suis en tribune et est-ce que tu arrives toi à quantifier cette ambiance parce que tu es quand même, donc je le redis, en bas de pelouse, et si oui, quelle est l'ambiance qui t'a subjugué? Ça, c'est difficile, tu as raison, Eric, parce qu'en plus, on y est sur place, pris par notre métier, donc avec une concentration qui parfois nous met quelques œillères sur certains points. Je vais te dire, je crois que ça reste les derbies. J'ai vu des Atlético Real Madrid à Calderón de fou, mais de fou en ambiance. J'ai vu des Betis Séville à Benito Villamarín extraordinaires. J'ai vu ces dernières années des derbies de Milan. Je ne m'attendais pas à ça, franchement. Je ne m'attendais pas à ça. Avec ton homologue. San Siro, c'est pas une architecture impressionnante aussi quand tu es en bas? Oui. C'est une cathédrale. C'est massif.
Et en plus, c'est une belle ambiance, hein, dedans, c'est une belle ambiance. Et j'y ai vu dernièrement, il y a un an, un Inter AC Milan avec ton homologue interiste. Lui, vraiment, je partageais ce match avec lui, c'est un fou furieux, il est fantastique. Et l'ambiance de ce derby était grandiose. Donc pour moi, c'est les ambiances de derby les plus chaudes. Parce que les dernières ambiances que j'ai pu vivre, par exemple de Classico, le Classico qu'on vit sur nos antennes ici à Bein, elles sont devenues presque plus feutrées, tu vois, parce que, comme tu sais, les, les publics de ces grands matchs, parfois il y a beaucoup de touristes, parce que c'est sur la voie touristique et autres. Donc c'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Je ne dis pas que c'est pas bien. Ce n'est plus la même chose. Les derbies, eux, à date, ça reste des matchs à part. Ça reste vraiment des matchs à part. Donc moi, je te dirais derby, et je te mettrais comme ça sur les mêmes. Je te dirais voilà le derby de Séville que j'ai vécu, qui était vraiment fantastique. Le derby de Madrid à l'Atlético, à Calderón, et le derby de Milan que j'ai trouvé fantastique. L'idée n'est pas de te mettre en porte-à-faux. Saint-Étienne-Lyon, ça fait pas partie des atmosphères. Je ne l'ai pas vécu. Je ne l'ai pas vécu on-site. J'ai jamais vécu un derby sur site, que ce soit à Saint-Étienne ou à Lyon. D'accord. Il nous reste 2 questions. Je vais le faire maintenant, mais je le referai tout à l'heure. Merci encore, Alex, de nous donner quelques minutes de ton temps et que les milliers de personnes qui vont voir cette vidéo puissent avoir une perception un peu différente. Je dis différente, je devrais dire complémentaire de ce qu'on peut avoir déjà de toi par le prisme des images et du son que tu renvoies en direct. Quand la Marseillaise retentit, et tu parlais de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, donc tu l'as fait avec Europe 1 notamment, quelle est ton attitude durant cet hymne? Est-ce que tu te lèves? Est-ce que tu chantes? Est-ce que tu es silencieux? Comment tu vis la Marseillaise? Toi qui as, tu le disais tout à l'heure, la double nationalité, et en rappelant que l'hymne espagnol est une musique instrumentale, donc qui ne se chante pas. Ma réponse, elle est simple, parce que pour tous les hymnes, je me lève. C'est une question de respect. C'est aussi simple que cela. Je ne chante pas. Et je respecte tous les hymnes, et l'hymne français bien évidemment, parce que cette double culture, je la chéris. La France est un pays fantastique, mais vraiment fantastique, notamment sur le prisme, pour moi, social, culturel, éducatif. C'est un pays d'une richesse, et je suis content, moi, d'être façonné par les valeurs de ce pays, et je suis heureux que mes enfants se façonnent aussi sous ce formidable, sous ce merveilleux drapeau. Donc, à ta question, je me lève pour tous les hymnes, mais je ne chante pas. Il en reste une question, tu peux faire 1h30 dessus, parce que question qui, je ne pensais pas encore qu'en 2020 susciterait autant d'avis et aussi de volonté d'exprimer quelque chose. Je vais te demander ton avis sur l'assistance vidéo. Qu'est-ce que tu penses du VAR ou de la VAR? Et là, je te demande ton avis personnel, je ne te demande pas du journaliste qui est content de s'appuyer sur la vidéo et qui a derrière son écran qui lui permet de dire il y a hors-jeu ou pas hors-jeu, il y a faute. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Moi, ma réponse, elle est toute simple. Moi, je suis favorable. Je suis favorable à ce type d'évolution. Et je l'ai tout de suite, moi, mis en comparaison avec, comme beaucoup d'ailleurs, avec l'évolution vidéo dans le tennis. Aujourd'hui, le Hawkeye au tennis est un outil merveilleux, est un outil d'une rapidité d'exécution merveilleuse. Le sourire traduit un de mes avis sur aujourd'hui l'utilisation de la VAR dans le football. Je me détache de le temps que ça prend, les erreurs qu'il peut y avoir. On n'est pas encore dans une solution optimale. On l'a compris. Mais sur l'essence même d'apporter cette avancée technologique, est-ce que j'y suis favorable, oui ou non? Ma réponse est oui.
Ma réponse est oui. Bien évidemment que le côté là aussi romantique d'avoir des histoires avec la main de Maradona, le but qui est rentré, pas rentré, machin. Ok, ça fait partie des histoires. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut avancer et pour qu'il y ait une justice totale. Je trouve que la vidéo est un très très bon outil et je trouve que si dans le tennis on a su maintenant l'utiliser à 100% avec, comme je le disais, un outil très rapide, immédiat, et que les joueurs sont respectueux à 100%, voilà, ça arrive, une image A plus B égale C, on est cartésien, on est objectif, au revoir messieurs, dames. Au foot, même alors qu'il y a une image vidéo, on est encore à discuter pendant 150 ans, parce qu'on n'arrive pas encore, parce qu'il y a plein de nuances de traduction de l'image. C'est pas comme une balle qui est à côté, qui touche ou pas la ligne. C'est qu'il y a encore des notions et des nuances. C'est toutes ces notions-là qu'il va falloir charter, cadrer. Une fois que tout sera cadré et charté, ben voilà, on pourra avancer rapidement. Alexandre, est-ce que tu t'entends? Tu dis tout et son contraire, parce que finalement, c'était l'alinéa B que j'allais évoquer avec toi. On parle d'objectivité, de binaire. Effectivement, au tennis, quand une balle ne touche pas la ligne, elle est faute, sur le côté, bien sûr, de la ligne. Mais au football, il y a tellement de subjectivité sur un penalty, sur une faute. Comment je te reprends, Eric. Je ne dis pas tout et son contraire, du coup. Je te reprends parce que ma fin d'exposé était de te dire, la fin de mon exposé était de te dire, une fois que tout sera bien charté. Mais l'objectif, mais l'humain, comment tu vas pouvoir le cadrer, l'humain? C'est-à-dire? Par exemple, si tu fais un arrêt sur l'image, effectivement, il touche le pied de l'adversaire, par exemple, mais à vitesse réelle, jamais tu aurais sifflé faute ou penalty. Toi, ton regard de journaliste, mais aussi de passionné de football, comment tu vas pouvoir, et je comprends ton argument de vouloir cadrer les choses, mais comment tu vas y parvenir quand la main, tu vas déclarer qu'elle n'est pas volontaire, qu'il y a faute ou pas faute. L'idée n'est pas de dire est-ce qu'il y a penalty ou est-ce qu'elle est en dehors de la surface. Tu vas dans mon sens. Une fois que ce sera charté, si on dit que la main c'est de tel endroit à tel endroit, mais là aussi il y a tellement d'interprétations et de chartes différentes en fonction des pays. En Espagne, là-haut, c'est pas la main. En France, ici, c'est la main. Voilà, donc tout ça, il faut que ce soit régi une fois pour toutes. Et d'après moi, il faut savoir aussi qui est le dernier final cut. Est-ce que c'est l'arbitre de centre pour tout ce qui est VAR, ou est-ce que c'est l'arbitre en cabine? Parce que voilà, là aussi il y a discussion. C'est de savoir, une fois que le mec a sifflé, est-ce que c'est lui qui a le dernier final cut? S'il est rappelé par le gars du car et qui va voir la vidéo, est-ce que voilà, tout ça, c'est d'un flou artistique total encore, avec une perte de temps majeure. Et de ça, là-dessus, pour l'instant, bien évidemment, je ne trouve pas ça favorable. La question était de savoir si, en dehors de tout ça, est-ce que je suis pour ou non l'avancée vidéo? Ma réponse, moi, est oui. Merci Alexandre d'avoir passé ce moment avec nous dans Pressentiment saison 3. Alors effectivement, à cause de la Covid, on est obligé de faire à distance, mais il me tarde de te retrouver sur un bord de terrain pour te saluer et parler de football. Merci Alexandre. C'est partagé. Merci de m'avoir donné ce temps de parole. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Mesdames, Messieurs, toujours avec Alexandre Ruiz pour parler cette fois-ci de la question scapulaire. La thématique est simple, la réponse, elle t'appartient. Alexandre Ruiz de Bein Sport, peux-tu, s'il te plaît, nous évoquer ton souvenir le plus prégnant des Girondins de Bordeaux? Alors Eric, quand tu m'as posé cette question, c'est marrant parce que ma réponse est… mon retour est empreint à la fois de joie et à la fois de tristesse, si tu me vois venir. Si je te rappelle une nouvelle fois que je suis franco-espagnol, si je te rappelle une nouvelle fois que mon bassin familial est andalou, si je te rappelle… Oui. Okay. Là, tu me vois venir. Oui, oui. Donc, deuxième plus beau but de Zizou. 95-96. Voilà, monsieur, dame, c'est évidemment cette double confrontation face au Betis Séville.
En Espagne, voilà, tu es souvent soit du Barça, soit du Real, ce qui est mon cas. Et puis, mon bassin familial étant andalou, tu es soit du Séville, soit du Betis. Moi, je suis plutôt. Et donc, ce match était superbe pour moi parce que je retrouvais le Betis. C'était Serra Ferrer qui était le coach des Sévillans. Et puis de l'autre côté, cette fabuleuse équipe des Girondins qui était déjà. Qui éclaboussait déjà les scènes françaises. Et ce match a été assez épique en plus. Le match allait l'été et le match retour avec ce but à la quatrième ou cinquième minute. Et ensuite, voilà, les Sévillans qui reviennent, mais pas assez pour passer. Donc, c'est pour moi le match parfait en souvenir scapulaire, finalement, de tout ce que je peux vivre parfois en tant que franco-spanish, tu vois, du positif comme du négatif. Le positif de voir une équipe française passer, en plus avec Zizou, et puis le négatif de voir que c'est les Sévillans qui se sont fait accrocher, mais Spanish avec Serra Ferrer que j'aimais bien, et en plus le Betis. Donc vraiment, j'hésite pas une seconde. J'ai adoré cette double confrontation parce qu'elle a tout mélangé chez moi. Et voilà, c'était un bon souvenir, et c'était en plus juste avant que je lance mon aventure professionnelle de la deuxième partie des années 90. En 95-96, je commençais à écrire pour un canard régional, et c'était mes débuts. Et c'est un souvenir qui m'a longtemps marqué, qui me marque encore d'ailleurs en me le ravivant avec ta question. Merci Alexandre, merci beaucoup. Merci. Et pardon, et allez Bordeaux. Salut.